Alors bonsoir à tous, c'est avec une très grande joie que je suis ici. Voilà, c'est un projet que on porte avec Olaya depuis 1 an et demi. Et puis c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis plusieurs années et j'ai vraiment trouvé un super soutien pour monter ce projet. Il y a 10 ans, j'ai commencé à étudier le béton et depuis, je n'en suis pas sortie. Et ce soir, j'aimerais un petit peu vous transmettre toutes mes découvertes avec cette matière et puis essayer aussi un petit peu d'éveiller l'essence, parce que je vois dans la salle et en ligne, il y a beaucoup de gens qui sont dans la construction et des fois, on regarde un petit peu trop vite ce matériau gris, monolithique, statique. On trouve qu'il est inerte, qu'il a vraiment rien d'intéressant et pourtant, c'est vraiment un matériau exceptionnel. C'est tellement exceptionnel que quand on l'observe vraiment très très bien, de très très près, on peut voir des fleurs. Alors pas n'importe quelle fleur, mais ces petites fleurs qui sont microscopiques. C'est de la taille à peu près d'1 micromètre, donc c'est vraiment plus petit qu'un cheveu. Et en fait, ces fleurs, elles sont extrêmement importantes dans le béton. Et ça, on ne le dit pas très souvent, mais c'est assez exceptionnel d'avoir un matériau qui forme des fleurs qui grandissent au cours du temps, qui vont tellement grandir qu'elles vont s'imbriquer les unes dans les autres et elles vont donner toute la résistance au béton. Alors c'est un phénomène qui est assez unique et je vais un petit peu venir pas à pas dessus parce que je pense que ça vaut la peine de comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi on a ceci qui arrive. Donc quand on a du ciment qui est en contact avec de l'eau, parce que c'est vraiment la base de la réaction chimique dont on parle. Ici, c'est une image en fait de plein de grains de ciment avec quelques petits grains de sable. Donc on peut imaginer quand ils sont plongés dans l'eau, ils sont dispersés comme ça. Et puis on va regarder un petit peu plus près l'un d'entre eux, sa surface, après quelques minutes. Et en fait, on va voir des petits trous et déjà des débuts de fleurs. Et en fait, c'est un phénomène que vous connaissez tous. Ça s'appelle la dissolution. C'est la même chose que quand vous avez du sucre que l'on plonge dans le café. Le sucre va se dissoudre dans le café. Et puis, si on met beaucoup de sucre, on va reprécipiter, on va recréer du sucre au fond de la tasse. Ici, ce qui est exceptionnel avec le ciment, c'est qu'on ne recrée pas du ciment, mais on va créer ces fleurs. Bon, elles ont un nom scientifique, pas forcément très sexy, ça s'appelle CSH. Bon, je préfère fleurs, c'est un peu plus sympa. Donc petit à petit, en fait, ces fleurs, elles vont grandir, elles vont couvrir la surface. Donc là, on a aussi un grain de ciment avec plein de petites fleurs qui ont poussé après quelques heures dans l'eau. Donc c'est vraiment un processus vivant, le béton, pour moi, parce que c'est un phénomène qui va durer tout au cours de la vie du béton. On a l'impression que le béton, il est liquide, il a pris, et puis c'est bon, c'est fini. En fait, le béton, c'est vraiment une transformation qui est en continu jusqu'à la fin de sa vie. Ici, c'est un exemple où on peut garder la chaleur qui est dégagée pendant la réaction. Et on peut dire que c'est à peu près la même chose que la croissance des fleurs. Donc en fait, après quelques heures, on a des petites fleurs qui vont grandir, s'imbriquer les unes dans les autres. Et en fait, pour ceux qui connaissent un peu, c'est un peu la même forme qu'on a pour la résistance à la compression du béton. Donc c'est la même chose. On a ces grandes fleurs qui grandissent et qui donnent toute cette résistance. Et puis ici, on a la prise. Alors tout ça, c'est joli, mais bon, à quoi ça sert Voilà, je fais partie des gens qui ont passé 4 ans à étudier ce phénomène, mais il y en a quelques autres dans la salle. Oui, il y a une très grande utilité à ça. Donc tout d'abord, comme je l'ai dit, il s'agit en fait, ça correspond à la résistance à la compression. Mais quand on connaît aussi ce phénomène, on peut maîtriser la prise. Donc on va pouvoir choisir la quantité de fleurs, si on veut qu'elle débute sa croissance à tel moment ou à tel autre moment. Donc ça, c'est très important dans la production du béton. J'ai pu en fait mettre un système en place quand je travaillais pour un adjuvantier aux États-Unis, où en fait on arrivait à doter les camions toupies de capteurs
pour pouvoir en fait maîtriser exactement ce phénomène de prise, de retardation ou d'accélération pour arriver exactement avec le béton qu'on veut sur le site, sur le chantier, sur le site de construction. L'autre aspect important, pourquoi on s'intéresse à ces fleurs aujourd'hui dans la recherche, et je pense que ça, vous y êtes tous sensibles, c'est l'impact écologique du béton sur notre planète. Donc on estime aujourd'hui, alors les chiffres sont variables, mais en gros, 1 mètre cube de béton émet entre 240 et 320 kg équivalents de CO2 donc par mètre cube. Ce qu'on sait un petit peu moins, c'est qu'on pense souvent que ce CO2, il vient de cette industrie qui est énergivore, mais en fait, une très grande majorité du CO2, il prévient d'un phénomène naturel qui se produit en fait pendant la production du ciment. En fait, c'est la décomposition du calcaire, donc, du carbonate de calcium. Donc, quand on prend le calcaire de la carrière, pour en faire du ciment, on fait comme un très gros barbecue, on va dire. Et bien, comme le barbecue, il y a du CO2 qui se dégage. Ici, vous voyez, dans la composition chimique, on a CO3, en fait, on a du CO2 qui va se dégager. Donc ça, c'est important de comprendre que c'est intrinsèque au matériau ciment, donc au calcaire, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter quand on chauffe le calcaire. On va forcément dégager du CO2 quand on arrive à cette température de 1400 degrés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a plusieurs alternatives. Moi, je vais vous en parler d'une en particulier parce que c'est une alternative sur laquelle j'ai passé beaucoup de temps en recherche, mais encore aujourd'hui dans mon travail. C'est de trouver des matériaux secondaires au ciment. Donc aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver encore un matériau qui fait exactement les mêmes fleurs aussi rapidement, aussi robustes que le ciment. Mais on peut trouver des matériaux qui font des réactions un petit peu semblables ou qui aident le ciment à produire ces fleurs. Donc, je vous ai mis une petite liste indicative, mais en fait, il y en aurait beaucoup d'autres. Alors, pas tous, ils ont souvent une composition assez similaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, aujourd'hui, on a développé beaucoup de recherches là-dessus. On a des matériaux qui proviennent de des sous-produits des industries, comme les industries de l'acier, etc. Mais on a aussi des produits plus naturels ou transformés, comme l'argile calcinée. Mais voilà, on espère qu'il y en ait beaucoup d'autres qui s'ajoutent à cette liste. Ici, en bas, c'est la liste des ciments qui sont actuellement disponibles. Donc, tant qu'on n'est pas à 100%, ça veut dire qu'on a des autres matériaux qui sont impliqués, qui ont les mêmes propriétés que le ciment, mais qui sont différentes que le ciment. Alors aujourd'hui, on est un petit peu limité par les normes. On espère que ça va changer et puis qu'on va pouvoir utiliser et valoriser bien d'autres matériaux comme composants du ciment. Donc ça, c'était vraiment dans la chaîne du béton, un petit aperçu, en tout cas, un état des lieux du matériau, donc vraiment du matériau ciment, la production du ciment. Mais ce qu'on oublie parfois, c'est qu'il y a toute une chaîne. Alors, se concentrer sur le matériau, c'est très très bien. Faire des efforts là-dessus, c'est essentiel. Mais bien l'utiliser, ça, c'est primordial. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai découvert au fur et à mesure de ma carrière dans le monde de la construction. Et principalement, quand je me suis retrouvée sur le terrain, après avoir développé certains ciments très avancés, très bas carbone, si à la fin, sur le chantier, on se retrouve avec un ingénieur qui a décidé qu'il allait mettre 2 fois plus de ciment parce qu'il n'est pas trop sûr que sur place, la formule elle va être respectée ou que peut-être quelqu'un va rajouter de l'eau, on a tout perdu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je pense on a tendance un petit peu à oublier quand on parle de construction durable avec le béton. Et un élément aussi qui m'a vraiment frappée, c'est quand je suis allée en Haïti pour un projet
projet appliqué, projet de terrain, parce que je me suis vraiment interrogée justement dans des conditions extrêmes, par exemple, comme en Haïti. Donc vous avez certainement vu les images catastrophiques après un tremblement de terre. Comment ils font pour construire en béton? Quelles sont les limites de ce matériau aussi quand on n'a pas forcément les connaissances ou le matériel? On dit souvent le béton, n'importe qui peut en faire. Ben, la preuve, c'est que des fois non, et je voulais comprendre pourquoi. Donc c'est un projet que j'ai eu la chance de pouvoir monter avec la coopération suisse et puis avec le PFL et le ministère des Transports publics d'Haïti. On a fait à peu près une vingtaine de chantiers. Donc on est allé sur place, on a fait des mesures, on a essayé de prendre le maximum de données pour comprendre les différents paramètres d'influence. Alors le but, c'était pas d'avoir la réponse exacte, ah c'est ça qui ne va pas, mais de comprendre le processus. Et c'est là aussi où on voit que le béton est quelque chose aussi de vivant socialement, parce que quand on va justement en Haïti, on se retrouve avec beaucoup de monde pour faire un petit travail. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est pas la même chose chez nous, mais finalement, quand on se retrouve avec des bétons qui sont pas conformes parce que quelqu'un a oublié ceci, que cela, on voit aussi cet impact social, en tout cas, sur la qualité du béton. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce projet de terrain. C'était vraiment extrêmement fascinant de voir comment le béton était fait. Il y a vraiment deux choses sur lesquelles j'avais envie de communiquer, en tout cas ce soir, et qui, à mon avis, font réfléchir. La première chose, c'est quand on a dépouillé les résultats, on a essayé d'estimer le CO2 équivalent sur la base en fait de la quantité de ciment et des autres matériaux qui avaient été utilisés. Donc ça, c'est ce qu'on a sur cet axe-là. Et puis ça, c'est la résistance à la compression quand on l'a testé à 7 jours. Donc on voit que c'est très disparate. Il y a des bétons qui étaient vraiment très mauvais. Il y a aussi des mortiers. Enfin, il y a beaucoup de choses dedans. J'ai pris que quelques points. Et il y en a d'autres qui sont OK après 7 jours. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, en Suisse, mais aussi à l'international, on va dire, on est heurté à des minimums de ciment dans le béton. Donc là, bon, j'ai pris 250 parce que c'est souvent en fait le standard minimal qu'on peut trouver. Après, ça dépend des applications, etc. Je suis d'accord. Mais donc, si on était, on va dire, en Suisse, on se trouverait plutôt dans cette catégorie-là, c'est-à-dire beaucoup de ciment, beaucoup de CO2 pour une compression, une résistance en compression optimale. Donc ici. Et on voit qu'en Haïti, où ils n'ont pas forcément des normes, où ils n'ont pas forcément de contrôle qualité aussi poussé, en fait, ils sont capables d'optimiser aussi leurs recettes pour avoir des bétons avec des résistances tout aussi bonnes, mais avec moins de ciment et avec donc moins de CO2. Et ça, c'est possible grâce à une chose, c'est la connaissance. En fait, les points noirs, c'est des bétons qui étaient faits par des constructeurs, on va dire, informels, donc qui n'ont pas forcément une grande connaissance, ou bien qui ont été formés assez rapidement. Et en bleu, c'est des gens qui ont eu une formation d'ingénieur. Et c'est là où on voit que la connaissance, elle est vraiment extrêmement importante pour faire du bon béton et surtout du béton durable. Alors aujourd'hui, je travaille dans un bureau d'ingénieur et un laboratoire, donc je fais du contrôle qualité. Et pour moi, c'est vraiment ça la clé quand on a des connaissances et quand on a la possibilité d'aller sur le terrain. C'est vraiment d'accompagner et puis de faire, de transmettre ces connaissances, de comprendre avec quoi chacun acteur de la construction, la matière, c'est-à-dire le béton, qu'on a cette transformation, qu'il y a des paramètres qui sont sensibles et qu'il faut faire attention. Et puis pour la petite histoire, voilà, les Romains, ils ont quand même réussi à faire tenir un panthéon depuis plus de 2000 ans. Et ce panthéon, il est en fait fait de béton, enfin, surtout du ciment, et il contient aussi des pouzzolanes, donc c'est ces
c'est ces ciments qui sont combinés, c'est déjà un matériau secondaire. Donc on n'a pas inventé grand-chose, on va dire, quand on parle de ces matériaux secondaires ou de matériaux de substitution. Mais on voit qu'avec une grande connaissance, eh ben, on peut construire très durablement. J'aimerais bien voir plus de bâtiments qui tiennent 2000 ans en béton. Voilà, c'est la fin de ma présentation. Je vous remercie pour votre attention.